Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Grainvolt? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, on va interpréter rapidement ici les états financiers de cette compagnie-ci. Donc, nous avons ici une compagnie à peu près... Elle a déjà publié ses résultats du premier semestre ici. Donc, ces résultats-là sont à peu près, correct dans le sens où on a une croissance des revenus, d'accord, mais on a des marges opérationnelles qui diminuent. Donc, les marges opérationnelles diminuent parce que, il y a des dépenses au niveau de la recherche et développement, il y a des dépenses au niveau du coût de transport également. Donc, il y a également une dépense au niveau du marketing. Donc, ça prend de l'argent, tout ça. Donc, vous allez voir que le revenu a augmenté, mais les marges opérationnelles ont diminué en termes de pourcentage. Donc, on va se dire qu'ils sont à peu près stables par rapport à l'année précédente, alors que le revenu a augmenté. Donc, il faudra aller vérifier ici également dans les rapports financiers du premier semestre. Il ne faut pas également oublier qu'elle va publier ses résultats du troisième trimestre ici aux alentours du 28 du mois de septembre. Dans tous les cas de figure ici, nous allons essayer d'interpréter les rapports et les états financiers ici. Donc déjà, nous allons voir que nous avons une entreprise ici qui a un revenu assez croissant, d'accord? Mais vous constatez que cette croissance-là est un peu plus prononcée, à peu près, disons, sur les 2 dernières années ici. D'accord, on dit les 2 dernières années ici. Donc on va se dire ici entre 2019 et 2021, ok, on a un revenu assez prononcé. Pourquoi? Parce que vous remarquez également ici qu'on a une différence ici entre 2014 et à peu près 2018. Ici, on a des revenus en berne. Donc, il faut savoir également pourquoi est-ce qu'on a une baisse des revenus ici et qu'est-ce qui a poussé la croissance des revenus à ces niveaux. Est-ce qu'on a fait des acquisitions ou est-ce qu'on a changé le modèle de l'entreprise ici? C'est important à aller voir. Donc, ça, c'est pour les revenus ici. C'est la question que je pourrais poser si je lis les rapports financiers ici. Donc, après ça, maintenant, vous avez à peu près le gross margin ici. Est-ce que le gross margin ici est à peu près stable? Donc, on veut une marge brute à peu près stable ici. Est-ce que nous avons une stabilité de la marge brute? Donc, à ce qu'on peut voir ici, depuis 2014, on peut se dire qu'on a des marges brutes assez stables ici. Donc, on pourrait même dire croissantes. Mais bon, on va se limiter à la stabilité des marges brutes ici. Donc, maintenant, on va regarder ici le net income en termes de volume. Donc, net income ici en termes de volume, vous constatez quoi? On a ici des net income qui sont assez croissants. Maintenant, je les compare au free cash flow ici. Et je constate quoi? Je constate que oui, on a des net income croissants, mais on a des free cash flow négatifs. Dans le sens où cette compagnie ne gagne pas d'argent. Elle a des net income positifs, mais elle a des free cash flow négatifs. Quand vous prenez la moyenne sur les 10 dernières années ici, on va prendre la moyenne ici des net income, ok? On va également prendre la moyenne des free cash flow, ok? On prend ça, on met ça là. Qu'est-ce que vous observez? Sur les 10 dernières années, les net income ici sont de 5 millions d'euros, free cash flow 1 million d'euros. D'accord? 5 dernières années, net income 6 millions d'euros, free cash flow 1 million d'euros, moins 1 million d'euros. Donc, sur les 5 dernières années, cette compagnie a gagné en moyenne, en bénéfice net, a fait en moyenne 6,81 millions d'euros, mais en réalité, elle a perdu en moyenne 1,19 million d'euros. D'accord? Donc, elle perd de l'argent. Il faut également aller regarder pourquoi est-ce qu'elle perd de l'argent. C'est très important. Donc, quand on va analyser cette compagnie-ci, on prend déjà les informations qu'on va avoir avec des pincettes parce que la différence entre le net income et le free cash flow est un peu trop élevée à mon goût. OK? Donc, il faut aller poser la question dans les rapports financiers, pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là année après année? Parce que ça, par contre, si on n'a pas de free cash flow positif, ça veut dire qu'on prend de la dette pour payer le dividende, pour faire des acquisitions ou bien pour payer la dépense en capital. On prend de la dette. Donc, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on a ce genre de variation-là. Donc, ça dit que tout ce qui va suivre présentement dépend énormément du free cash flow. Donc, vous allez voir ici que selon les analyses, selon les prévisions ici de Zone Bourse, on s'attend à peu près à avoir 135 millions de revenus. D'accord? En termes de, on s'attend à 135 millions de revenus. 7% de marge bénéficiaire sur revenu-là. Donc, ça donne à peu près aux alentours de 9 millions, 51 millions d'euros. Donc, ici, faites attention. Quand on regarde ici les marges de cette compagnie-ci, ok, quand on prend les marges nettes ici, vous allez voir que les marges nettes ici sont à peu près positives. Ça, c'est sûr, ok. Mais en termes de moyenne, qu'est-ce qu'on peut observer? Si je prends la moyenne, en fait, sur les 20 dernières années, on a une moyenne de 4,91%. 10 dernières années, on a une moyenne de 5,96%. Sur les 5 dernières années, on a une moyenne à peu près de 7,47%. Donc, sur les 5 dernières années, les marges augmentent de plus en plus. Maintenant, est-ce qu'on peut faire confiance à ces marges-là pour le long terme? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, en prenant du 7% ici, je dois me questionner sur la pérennité de ce 7%-là. Oui, on s'attend à peu près à 8% en 2024, mais ça, c'est 2024. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer entre-temps. Donc, si je vais prendre 7% ici et vous constatez qu'entre 2021 et 2022, on a une baisse. Donc, attention.
OK, donc je prends 7% de 135 millions. Quand je prends 135 millions ici multiplié par 0,07, ça donne combien ici? 9,45 millions ici. Multiplié ici par 15 fois les bénéfices. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai pris 15 fois les bénéfices. Quand vous allez regarder ici la moyenne des PER, Price to Earning. Donc Price to Earning ici, on met ça, on frappe ça là, on met là et on met la médiane. Vous allez voir que on ferme ça, on met ça ici et voilà. OK. Donc, vous voyez que la médiane ici, sur les 20 dernières années, 13 fois les bénéfices, 10 dernières années, 11 fois les bénéfices, 5 dernières années, 15 fois les bénéfices. Donc, on se paye à 15 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Sur les 10 dernières années, c'est une entreprise qui se paye généralement à 10 fois les bénéfices. Et sur les 20 dernières années, se paye à peu près à 13 fois les bénéfices. On va mettre 15 fois les bénéfices ici, dans tous les cas de figure. Si on est sur la borne supérieure, ça ne dérange pas. Et 15 fois les bénéfices, c'est une small cap. Donc, on peut se dire que c'est limite, c'est correct. D'accord? Donc, on prend ici 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. On a une dette nette ici selon zone bourse de combien? On a une dette nette ici de 15,8 millions d'euros ici. Donc, on fait ici 26 millions d'euros par 1,5 million d'actions ici. Donc, comment est-ce que je sais qu'on a 1,5 million d'actions? Vous remarquez ça ici. Vous allez voir que le nombre d'actions a augmenté entre 2021 et 2022. Attention, il faut demander également pourquoi dans les rapports financiers. Donc, on a 1,5 million d'actions ici. Ça donne à peu près une valorisation aux alentours de 84 euros l'action. OK? Actuellement, on cote à combien? On cote à peu près à 100 euros l'action. Donc, je dirais que l'entreprise est légèrement surévaluée présentement. Et vous pouvez également voir ici qu'au niveau du dividende, on verse à peu près un dividende ici de l'ordre si je ne me trompe pas, aux alentours de 2 euros par action. OK? Donc, ce qui représente à peu près 10% qui représente à peu près 2% de rendement par rapport au prix actuel. Mais maintenant, il faut savoir, ce dividende-là, on le paye comment? Sûrement pas avec les free cash flow. Et si on n'a pas de free cash flow, on prend de la dette pour payer ce dividende-là. Donc, cette entreprise s'endette pour payer le dividende. Et ça, je n'aime pas ça. Vous pouvez également constater ici qu'elle paye un dividende à peu près, elle payait 7 euros aux alentours de 2020 ici. Pourquoi est-ce qu'elle a payé 7 euros en 2020 par là? Ça, par contre, je n'aime pas ce genre de choses. Est-ce qu'on peut se dire ici que c'est une entreprise qui paye un dividende tout le temps? Non. C'est une entreprise qui paye de temps en temps le dividende. Donc, peut-être que cette année, ils vont payer un dividende et l'année prochaine, on va pas payer parce que vous constatez ici que la distribution de dividendes ici est en dents de scie. D'accord? Parfois, on verse, parfois, on ne verse pas du tout. Et vous pouvez voir que peut-être que ça correspond parfois au... On va mettre ici les free cash flow. On va juste mettre ici les free cash flow annuels. On va les mettre sur le même tableau. Vous voyez que ici, on a payé un dividende que 2008 et 2012. Pourtant, on n'a presque pas gagné d'argent. Donc, il y a de la dette qu'on a pris ici. Là, on a payé un dividende entre 2017 et 2019. On peut se dire qu'on a à peu près gagné de l'argent à cette période-ci, si on prend ça également en considération. Mais ici, on a payé un dividende à peu près aux alentours de, voilà, 2 euros ici. On a gagné de l'argent également cette année-ci, mais après avoir perdu à peu près l'année précédente. Donc, il faut faire attention ici. Donc, moi, ce qui m'inquiète, ce sont les free cash flow de cette entreprise. Tant que je ne sais pas pourquoi il y a une si grosse variation au niveau des free cash flow par rapport au net income, je suis mal à l'aise à ce qu'on me verse un dividende ici. OK? Donc, 84 euros l'action ici, c'est vraiment avec beaucoup de pincettes. Donc, ça veut dire que si c'est même une entreprise qui m'intéresse, je vais aller chercher ça à 50 euros d'abord, avant d'aller regarder le reste, d'accord? Donc, je paierai 50 euros ici. Donc, c'est 50% moins que ce qu'on a connu ici aujourd'hui. Si ce prix-là, si on ne m'offre pas ce prix-là, moi, je peux faire passer à autre chose. Parce que de toutes les façons, il y a de meilleures opportunités que Grainvolt sur le marché. Attention, ça reste une belle entreprise quand même. Quand tu regardes le business model ici, voilà, ça semble être quelque chose d'assez correct ici. Donc, il faut vraiment aller lire les rapports financiers pour avoir une idée générale de cette compagnie ici. Sinon, on sera mal à l'aise à détenir cette compagnie ici en portefeuille. OK? Donc, ceci n'est que mon avis sur Grainvolt ici. Je peux me tromper. Et je me réserve le droit de me tromper. Et comme je vous le dis toujours, lisez les rapports financiers. Les chiffres, c'est 50% du travail. Juste en lisant les rapports, les états financiers, si je peux savoir quelles questions je dois poser. Pourquoi est-ce qu'il y a de la croissance? La croissance ici est due à quoi? Pourquoi est-ce qu'on a une différence entre les free cash flow et les net income? La croissance future sera basée sur quoi? Les marges. On devrait s'attendre à quel niveau de marge? Est-ce qu'on doit prendre 5%, 7%? Tout cela, vous allez avoir à peu près une réponse dans les rapports financiers. On ne va pas vous dire que voilà la réponse à telle ou telle question. Vous devez fouiller, lire ce que le management dit, les interviews, les conférences calls, les questions que les analystes ont posées, peut-être la stratégie à long terme de l'entreprise, si elle a présenté également ici. Donc, c'est ce travail-là qu'un investisseur, un analyste fait en général. Et si vous êtes investisseur à long terme, vous êtes avant tout des analystes pour vos propres portefeuilles ici. Donc, si c'est un business model qui vous intéresse,
On lit les rapports financiers au complet, on ne se limite pas uniquement aux états financiers. Ok? C'est ça qui vous donne un avantage et c'est ça qui vous permet d'être calme quand la tempête arrive parce que vous connaissez votre entreprise sur le bout des doigts. Enfin, on ne connaît jamais à 100% une entreprise ici, mais vous savez à peu près qu'est-ce qui compte pour la bonne marche de cette entreprise ici. Quels sont les éléments les plus importants. Donc, si vous entendez par exemple que voilà, je ne sais pas moi, il y a peut-être eu un tremblement de terre au Japon, je ne le souhaite pas d'ailleurs. Vous savez que votre entreprise n'a pas d'activité au Japon. Donc, il n'y a aucun lien. Donc, à la fin de la journée, vous n'allez pas être inquiet. Pourtant, quelqu'un qui est peut-être à Toyota ou bien qui est dans le domaine, par exemple, des semi-conducteurs ou bien qui achète peut-être des robots Fanuc, il va se dire que, là, il y a un risque pour mon entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est en connaissant ce genre de choses-là, c'est en creusant sur l'entreprise que vous pouvez à peu près être calme par rapport aux différentes situations. Par exemple, quand on parlait de Nexity, on parlait de l'augmentation des taux d'intérêt, impact négatif. Certains sont surpris aujourd'hui, pourtant c'était écrit. D'accord? Notamment, mais on ne vous dit jamais à quel moment ça va arriver, mais c'est quelque chose à prendre en considération. OK? Donc, n'hésitez pas à aller lire sur cette compagnie-ci, c'est très important avant de prendre une quelconque décision d'investissement. On va se limiter ici, 84 €, c'est mon prix. Idéalement, c'est, voilà, idéalement, ces 84 €, c'est la valeur de cette entreprise par rapport aux éléments que j'ai pris ici en considération. Sans prendre en considération la croissance, bien sûr, ok? Parce que si on prend en considération la croissance, c'est que cette croissance est durable, peut-être qu'on aura un prix totalement différent ici. Mais vu la situation actuelle, je préfère déjà acheter une compagnie sans prendre en considération la croissance, en me limitant à ce que j'ai ici présentement, et présentement, c'est 84 €, d'accord? Je ne dirais pas que c'est très surévalué, ni, voilà, si on veut exagérer, on va se dire 84, 100 € ici, voilà. Il y a une différence certaine, d'accord? Ça représente à peu près une différence aux alentours de, quand on prend ici 100 divisé par 84, ça nous donne à peu près 20% de différence ici. Donc, on va se dire que plus ou moins 20% de marge d'erreur ici, on peut se dire que le prix peut être correct ici, mais pour quelqu'un qui veut investir à long terme, donc ce n'est pas intéressant. Donc, au moins, on va demander une décote au moins de 50% avant même de s'intéresser à cette compagnie ici. Ceci n'est que mon avis et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.